Pourquoi la Chine sera le plus gros bull market de cette fin d'année et de l'année 2024, l'année du dragon? Voici les réponses à vos questions. Attachez vos ceintures, c'est parti! 我在北京，天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎。Alors, vous allez dire que je fais une fixette sur la Chine, mais je suis plutôt bullish sur le sujet. Je considère qu'on a atteint un point bas au niveau des actions et que les chiffres économiques vont aller en s'améliorant. On va avoir une reprise de la consommation et par ailleurs, les entreprises vont délivrer des résultats au fur et à mesure des quarters et des semestres, ce qui va pousser les actions chinoises dans une spirale positive. On va voir aussi qu'il y a tout un tas d'arguments macro, donc top to bottom, qui sont en faveur d'une reprise de l'économie chinoise. Il y a plusieurs façons de s'exposer au marché chinois, d'ailleurs aussi au marché émergent. On peut s'y exposer via le luxe français, on peut s'y exposer par exemple via Starbucks, on peut s'y exposer via L'Oréal, on peut jouer aussi les entreprises pétrolières chinoises. On a tout un tas d'entreprises qui vont bénéficier de cette reprise qui est attendue depuis longtemps par les marchés. Et donc j'ai choisi de m'exposer via les actions chinoises. Zhang Monan, qui est une économiste à l'IAES, nous donne plusieurs clés par rapport à ce que vit la Chine actuellement. Donc la Chine est en train de muter d'une ancienne structure vers une nouvelle. Grosso modo, on est en train de passer d'une industrie qui était basée sur de la production de produits à faible valeur ajoutée vers une nouvelle industrie sur des biens à haute valeur ajoutée, tels que les voitures électriques, les panneaux photovoltaïques, certains semi-conducteurs moyens haut de gamme et tout un tas de produits digitaux, mais aussi de la robotique, etc., etc. Voilà, la liste n'est pas du tout exhaustive. Pour la Chine, les investissements sur les technologies avancées ont une croissance beaucoup plus rapide que ce que prévoyait le marché. Les économistes chinois considèrent qu'il y a encore un potentiel inexploité sur le secteur des services qui pourrait générer une belle croissance. Donc les investissements et la consommation dans le secteur des services sont une force puissante pour la future croissance de la Chine. Si la Chine se focus sur le développement du secteur des services, réduit les barrières de marché, réduit les restrictions sur les investissements étrangers, nous aurons un stimulus important pour les marchés et pour le potentiel du marché et pour la libération de son énergie. Alors j'ai demandé à Bard, à Google Bard, quelles sont les dernières mesures que la Chine a faites pour relancer son économie et faciliter l'investissement boursier. On a 3 mesures de relance économique. La baisse des taux d'intérêt. Donc l'objectif c'est stimuler la consommation et l'investissement. Donc il y a vraiment ces deux pans. Le premier pan, alors c'est baisser le taux d'épargne des ménages pour qu'ils puissent l'injecter dans la consommation et baisser les taux pour augmenter l'investissement, que ce soit l'investissement dans les entreprises, éventuellement dans l'immobilier, mais c'est plus pour le soutenir dans ces cas-là. Et on a aussi un plan de relance qui est via l'augmentation des dépenses publiques. Le gouvernement chinois a annoncé un plan de relance à 50 milliards de dollars pour financer des projets. Donc ça va être un plan de relance qui va être ciblé. Et ça nous intéresse particulièrement, c'est l'assouplissement des restrictions réglementaires. Le gouvernement chinois a annoncé une série d'assouplissements réglementaires pour les entreprises, notamment dans le secteur de l'immobilier, donc ça c'est pour le soutenir, et de la technologie, où il y avait une sorte d'étau réglementaire qui s'était posé sur les entreprises, dont le point d'orgue avait été l'annulation de l'introduction en bourse de l'entreprise Ant. Mettre des assouplissements réglementaires, ça veut dire qu'il revient dans une optique plutôt pro-entreprise, et ça c'est bon signe pour la reprise. Moins de réglementation, c'est plus de liberté c'est plus de croissance, plus de liberté c'est plus d'innovation et plus de croissance économique. Et les mesures de facilitation de l'investissement boursier, donc c'est la réduction des coûts de transaction, notamment la réduction du timbre fiscal qui a été réduit de moitié si je ne m'abuse, et un soutien au rachat d'actions. L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a annoncé qu'elle soutiendrait tout rachat d'actions par les entreprises cotées. Donc là, ça va créer une sorte de cercle vertueux sur la valeur des entreprises. Ça ne peut que aider le marché. Et introduction d'outils de capital à long terme. Donc c'est des obligations convertibles, des actions à droit de vote double. On n'a pas sorti le bazooka à billets pour arroser l'économie chinoise. Au contraire, on prend un positionnement pro-business, on va réguler dans ce sens-là, mais c'est pas la fête à la saucisse où on va distribuer de l'argent à qui on voudra bien. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc quelques chiffres sur la tendance de la consommation interne.
Cette année, les salaires et le revenu disponible ont augmenté fortement et plus vite que la croissance du PIB. La croissance de la consommation a été forte, 8,4%, contre un PIB nominal de 5,4% sur le S1 2023. Donc ça veut dire qu'il y a une croissance solide de la consommation. Le taux d'épargne est en baisse, ce qui prouve que les ménages sont en train de taper dans leurs réserves, ce qui est plutôt un signe de forte consommation intérieure. Et les importations qui ont diminué de 8%. Alors ça pourrait sous-entendre que la demande domestique est en baisse, cependant le principe de la baisse est surtout due à une baisse des prix des importations. Et si on regarde les volumes, elles ont augmenté de 1% lors du S1 2023, ce qui sous-tend une tendance à la croissance de la demande. Si on enlève l'immobilier, l'investissement privé cette année a augmenté de 10%. Donc, ce qui indique que le narratif de la baisse de la confiance interne est plutôt porté par les médias occidentaux et non par des données réelles. Le marché immobilier se contracte, bien sûr, on est au courant. Et en parallèle, donc du coup, la consommation des ménages de biens durables liés au logement, l'électroménager, les meubles et les matériaux de construction ainsi que tout ce qui est outils a diminué de 15% par rapport à 2021. Donc les mesures favorisant l'accès au crédit semblent avoir relancé l'immobilier dans les villes top tiers, ce qui pourrait stabiliser la consommation des biens liés au logement. On dit bien stabiliser parce que la tendance de fond restera à la récession ou à la stagnation car le stock de logement est encore très important. Et le problème risque de durer des années. Donc on a cette tendance de fond sur la récession du marché immobilier chinois et donc il faut être vigilant quant au fait que la production de biens, de logements va baisser. Les prix de l'immobilier risquent de baisser un petit peu aussi. Et donc, on va arriver à une purge sur ce marché. Donc, le point à surveiller, les initiatives du gouvernement chinois ont-elles un effet sur la reprise? Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une réponse du consommateur chinois. En revanche, s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que la confiance a définitivement disparu. Donc, au fur et à mesure des annonces des différentes aides, il sera intéressant d'être vigilant par rapport à ça. Il y aura donc ce fameux plénum du Parti communiste chinois en octobre qui va donner une certaine vision du futur de ce qui devrait être mis en œuvre par l'organe politique chinois et donc ça nous permettra un petit peu de voir dans quel sens ça va tourner. La source, c'est le Peterson Institute for International Economics qui est un think tank américain. Le gouvernement chinois a sorti un plan en 24 points pour favoriser l'investissement étranger. Ces 24 points se développent sur 5 chapitres. C'est un sujet qui est pris à bras le corps par le Parti communiste chinois et le gouvernement, et que ce sujet-là est très symbolique. C'est-à-dire que pendant longtemps en Chine, on a eu une attitude qui n'était pas du tout accueillante envers les entreprises étrangères. Or là, pour vous donner un exemple, on a un virage à 360 degrés. Le premier, c'est favoriser la qualité de l'investissement et de son utilisation. Donc c'est flécher l'investissement. Deuxièmement, le fait qu'on va avoir des règles du jeu qui sont claires par rapport au fait d'avoir un business en Chine, ou encore des relations claires par rapport au joint venture, tout un tas de facilités, notamment des obtentions de visa pour son personnel, des facilités pour les loger, etc. etc. Vous allez avoir aussi, c'est la protection de la propriété intellectuelle. Donc ça a été mis en avant parce que c'est vraiment un des freins pour les entreprises à s'installer en Chine ou à faire des joint ventures. Les entreprises qui s'installent en Chine ont peur de se faire voler leur technologie, et à juste titre parce que l'expérience prouve que c'est déjà arrivé. L'expérience prouve que... C'est déjà arrivé plusieurs fois et à une époque c'était vraiment une condition sine qua non pour s'installer en Chine, c'était du transfert de brevets. Faciliter aussi l'investissement, le business, des facilitations d'opérations de la vie de tous les jours pour trouver des locaux, des baisses de taxes, etc. etc. Ces 24 points qui ont été publiés en août dernier sont symboliques du changement de positionnement du gouvernement chinois vis-à-vis de l'investissement étranger. Et ça, c'est vraiment un signal qui est fort par rapport à ce qui a pu se passer pendant des années et des années. Alors, autre sujet, et ça c'est la géopolitique, hyper important. Cette vidéo, mais vraiment si vous avez une vidéo à regarder de toutes les vidéos que je vous propose, celle-là, c'est vraiment une vidéo où vous allez apprendre plein de choses. Le monsieur qui est interviewé, c'est un spécialiste de la géopolitique. Son parti pris, c'est que si on analyse le conflit en Ukraine, pour l'instant, les vrais vainqueurs de ce conflit, ce sont les Chinois. Alors, il y a deux sujets. Ils ont intérêt, à ce que la Russie gagne la guerre, donc ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que la Russie puisse gagner cette guerre. Deux, ils ont intérêt à ce que le conflit dure, parce que tant que le conflit dure, les États-Unis sont coincés en Ukraine par leur aide économique, militaire, logistique, et ce sont des ressources qu'ils ne peuvent pas pointer vers l'Asie du Sud-Est. Le dernier argument, c'est que les Américains ont poussé Vladimir Poutine et Xi Jinping à se faire des papouilles et des mamours, et surtout à coopérer énormément. À ce niveau-là, c'est même plus de la coopération, c'est vraiment qu'on est presque dans la symbiose. Dans une symbiose quand même
qui est très 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 bénéfique pour la Chine, et la Chine est plus dans une position de soutien pour la Russie. C'est-à-dire que la Russie va acheter des véhicules électriques parce qu'ils n'ont plus le droit d'acheter des véhicules ni européens ni américains. Ils vont acheter des véhicules à la Chine, ils vont acheter des machines-outils, ils vont acheter tout ce dont ils ont besoin à la Chine, plus ailleurs. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, j'ai pas de jugement de valeur. Je cherche juste à savoir qui est dans une bonne position économique ou qui ne l'est pas. Et dans cette situation de la guerre en Ukraine, l'Europe est dans une très mauvaise situation économique parce qu'ils se sont privés de l'énergie russe qui est pas chère. Et donc, ils sont obligés d'acheter de l'énergie beaucoup plus chère. On voit quel effet ça a sur notre tissu économique. Le symbole de ça, c'est nos boulangers qui ne peuvent même plus faire du pain dans des conditions économiques rentables. Et de l'autre côté, donc les Chinois qui ont de l'économie pas chère. Visite de la secrétaire d'État au commerce en Chine et paf, Huawei sort ce jour-là le Mate 60 avec une puce à 7 nanomètres. Donc grosse avancée, gros retournement de situation. C'est pas une victoire nette. C'est une victoire symbolique qui montre que malgré la puissance des sanctions des États-Unis, on a une entreprise chinoise qui arrive à faire du business, qui arrive à créer de l'innovation, qui arrive à survivre dans ces conditions-là. Et ça montre une agilité, une puissance, la recherche et développement et une adaptabilité qui est énorme de la part de cette entreprise et notamment, voilà, et symboliquement des entreprises chinoises. Donc là, on a un coverage de ce sujet par une russe. Alors lui, il est américain, mais il est pro-chinois. Ça, c'est une chaîne indienne. Ça, c'est une chinoise. Si ça vous intéresse de regarder ça, c'est pas mal à regarder. Et c'est par la recherche et développement que les entreprises chinoises innovent, survivent, gagnent un avantage compétitif. Ce n'est pas seulement par le prix. Vous allez avoir une composante prix, mais vous allez avoir un rendu avec un vrai rapport qualité-prix. Vous allez avoir de la qualité, du service, des produits de très haute technologie pour un prix beaucoup plus intéressant. Alors on a le docteur Keiyu Jin qui est professeur à la London School of Economics, donc elle est docteur en économie et elle nous donne un éclairage différent sur la Chine. Cet éclairage, c'est le fait que donc si vous êtes une entreprise technologique prometteuse, le gouvernement local va bouger des montagnes pour vous. Il va vous trouver du financement, il va aider vos employés à se loger, il va tout faire pour aplanir le chemin pour vous parce que il y a vraiment un mariage entre les officiels locaux et les entrepreneurs qui veulent créer des entreprises parce que si une entreprise explose dans la région, le gouvernement local, le gouverneur local va gagner des points par rapport à ses concurrents, va être mieux vu par rapport au parti communiste et surtout va générer des revenus pour sa province. C'est vraiment une façon de grimper les échelons qui est très importante et donc en Chine, dans chaque petite province, dans chaque région, vous avez des gouvernements locaux qui sont hyper pro-business, qui vont pousser les entreprises et ça va créer une concurrence nationale qui sera féroce, qui sera puissante et qui va créer de façon darwinienne des entreprises qui seront des champions, des entreprises qui auront survécu à des battle royales énormes en Chine et ça crée forcément des entreprises qui sont résilientes, compétentes, innovantes. Donc c'est ce ferment dans lequel grandissent les entreprises chinoises. Cette compétition intense va créer des champions. Des champions comme Alibaba, Baidu, Tencent, Xiaomi, Huawei, etc., etc. dans tout un tas de domaines. Donc cette interview aussi est très intéressante, je vous invite à la regarder. 80% des étudiants chinois qui sont retournés en Chine, donc les étudiants chinois qui sont partis à l'étranger. Donc c'est important. Le premier aspect, c'est que y a des opportunités qui sont offertes en Chine à ces étudiants qui reviennent au pays, qui sont suffisantes pour leur donner envie de revenir. Il n'y a pas que la bonne nourriture, le fait de se retrouver pas loin de sa famille, dans un environnement qu'on connaît, dont on maîtrise tous les tenants et les aboutissants des interactions sociales. Il y a aussi les opportunités de créer des entreprises, de créer sa propre prospérité, d'avoir la capacité de travailler dans des grands groupes tels que les BATX et donc d'être à la pointe de la technologie et de la recherche dans son domaine. Il est intéressant de constater que beaucoup de cette diaspora avaient d'excellents emplois chez Google, chez Facebook, dans des grandes boîtes, ont également choisi de retourner en Chine. Ça veut dire qu'on a des opportunités, des standards qui sont très élevés. Et surtout, il faut aussi voir ça comme une force. C'est-à-dire que la diaspora chinoise qui part à l'étranger, qui va faire du business, qui va faire des études, qui va aller aspirer entre guillemets du savoir, ils peuvent revenir en Chine
pour faire bénéficier leur pays de tout ça. Pour montrer aussi le côté pro-business du gouvernement de Xi Jinping, on a le Premier ministre, donc Li Chang, qui est une figure très importante. Alors cet homme, il a atteint les sommets en aidant des hommes d'affaires, des businessmen à réussir, à comprendre les défis auxquels sont confrontés ces businessmen et à leur paver la route pour les aider à développer des entreprises, à créer de la croissance et à créer de la prospérité, notamment lorsqu'il était maire de Shanghai. C'est lui qui a œuvré pour que Tesla déménage ses usines à Shanghai. Donc ce Premier ministre, qui fait partie du cercle intérieur de Xi Jinping, c'est une personne qui est 100% pro-business, et il faut savoir que toute cette classe dirigeante, tout ce cercle intérieur qui est dans le gouvernement et qui gravite autour du gouvernement, a bénéficié, mais de façon énorme, du boom économique chinois et de l'explosion du secteur privé en Chine. Point important pour changer de point de vue, les interviews de Charles Louis Gave, le fils de Charles Gave, qui officie à l'Institut des Libertés notamment, où il sort des vidéos toutes les semaines qui sont souvent truculentes, souvent très intéressantes et souvent pleines de bon sens. Après, chacun reste juge de ses contenus, mais en tout cas, et donc Louis-Vincent Gave, donc le fils, lui est le CEO de Gavcal. Gavcal qui est une entreprise qui, est une entreprise qui fait de la recherche économique, et deux, qui fait de la gestion de portefeuille. Alors, ils ont des antennes qui s'appellent les Dragonomics, je crois, si j'ai bien suivi. Et donc, Louis-Vincent Gave est un expert des questions qui sont liées à la Chine. Il y a vécu, il connaît très bien le marché. Il a son entreprise qui est installée en Chine. Donc voilà, c'est une personne de choix pour avoir des insights et des informations intéressantes par rapport à la Chine. Donc vous avez tout un tas d'interviews de monsieur Louis-Vincent Gave qui sont tout intéressantes et qui donnent une perspective différente sur l'état de la Chine. Premier état, le secteur immobilier. Le secteur immobilier qui fait peur à tout le monde, hein, dont tout le monde parle dans les médias. Les prêts aux promoteurs représentent seulement 6% du total des prêts pour les banques. Ce qui signifie que pour le système financier chinois, ça représente que 6% de leur risque en portefeuille. S'ils perdent tous ces prêts-là, ils perdent seulement 6% de ce qu'ils ont prêté. Il n'y a pas de risque systémique pour les banques en Chine. Donc oui, c'est un problème, ça va conduire à une croissance plus faible, mais les banques, aucune chance qu'elles implosent. Et il n'y aura pas de crise systémique. Donc il n'y aura pas de moment Lehman. C'est choquant de voir à quel point les médias occidentaux ont pointé cette crise immobilière qu'on connaît depuis 2021, depuis 2020-2021. En 2021, le gouvernement chinois a publié les Three Red Lines, c'est les 3 lignes rouges qui sont des directives pour l'immobilier en 2021 pour justement assainir la situation de l'immobilier. Donc cette crise-là, elle est connue, elle existe depuis longtemps, le fruit est en train de pourrir et de mourir tout doucement. L'intérêt du gouvernement chinois, c'est que un maximum de logements soit rachetés et finis pour que les acheteurs aient leur bien, le bien qu'ils aient acheté, mais aussi que les promoteurs pourris soient purgés par le marché. Alors, dans cette vidéo, il explique 2 choses. Que la Chine a cessé de vendre des jouets en plastique ou des produits manufacturiers à faible valeur ajoutée. Et maintenant, comme annoncé dans le plan quinquennal qu'on a analysé lors de la première vidéo, la Chine est en train de switcher sur des ventes de produits à haute valeur ajoutée. Donc, sujet suivant, c'est le fait que les capitaux occidentaux, des institutions américaines et des institutions européennes ont fui la Chine, ça c'est un fait. Donc il y a vraiment eu une fuite de ces capitaux. Par contre, si on regarde l'argent qui rentre, on a actuellement le Moyen-Orient qui connaît une sacrée croissance de ses investissements. On a un effet de remplacement des capitaux. Et à l'heure actuelle, alors ça c'est un point mais alors hyper important, la Chine enregistre mensuellement des excédents commerciaux allant de 75 à 85 milliards par mois. Si vous prenez l'excédent commercial de la Chine annuel et qu'on en fait le PIB d'un pays, et ben ce pays, il ferait partie du G20. C'est pour vous montrer les échelles de grandeur qui sont immenses. Et donc du coup, quand vous avez un excédent commercial aussi important, vous avez forcément des marges de manœuvre économiques immenses. Il ne faut pas jouer la crise chinoise comme un fait qui est inéluctable. La Chine a les moyens d'intervenir. Et sujet important dont il faut qu'on parle, la dette, on a vu dans la première vidéo, que la dette est détenue par les Chinois. La dette chinoise est détenue par les Chinois. Donc,
1. Les intérêts que tu verses sur ta dette. Qui est-ce qui va les gagner? C'est ton propre peuple. Globalement, ça reste dans la boucle du pays. Deuxièmement, le jour où tu décides de rembourser cette dette, cet argent se réinfuse dans ta population, qui va elle-même redépenser, faire de l'investissement, payer des impôts dessus, etc., qui va remonter dans le pays. Donc finalement, une dette interne détenue par sa propre population, c'est beaucoup moins problématique qu'une dette qui est détenue par une population extérieure à son pays. Parce que si vous avez par exemple des Australiens qui détiennent massivement la dette chinoise, les intérêts tu vas les verser en Australie, cet argent-là tu vas jamais le revoir. Quand tu vas arriver à des échéances de remboursement, ta dette tu vas la rembourser, et ben tu vas enrichir l'Australie. Et tous ces capitaux, ils ne reviendront pas dans ton circuit à toi. Autre sujet que soulève Louis-Vincent Gave, alors c'est un sujet qui je trouve très très rigolo. Donc les usines, on dit que ces usines-là, les usines, elles sont parties au Mexique, elles sont parties au Vietnam, elles sont parties en Inde, en Indonésie, elles sont pas revenues ni à Francfort, ni à Paris, ni à Détroit. Donc le commerce entre marchés émergents est actuellement en pleine croissance. Qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que la Chine, toutes ses productions à faible valeur ajoutée, ces productions-là sont parties justement au Vietnam, Mexique, Cambodge, Inde, Indonésie, etc., etc. Les entreprises qui continuent de produire en Chine, elles ont switché sur des productions à haute valeur ajoutée. Par ailleurs, si vous êtes un entrepreneur chinois, donc ça c'est l'exemple que donne Louis-Vincent Gave, si vous êtes un entrepreneur chinois, vous avez une entreprise avec des unités de production en Chine, donc vous avez une à Shenzhen, vous en avez une à côté de Shanghai par exemple, et ben la troisième usine que vous allez avoir envie que vous voulez ouvrir, et ben peut-être que vous allez l'ouvrir au Vietnam, peut-être que vous allez l'ouvrir au Mexique. Donc il y a vraiment ce phénomène, et Louis-Vincent Gave signale qu'il y a énormément d'entreprises chinoises qui sont allées ouvrir des usines au Mexique. Donc ça, c'est très très rigolo, parce que si on considère que beaucoup d'entreprises chinoises ont ouvert des usines au Mexique, notamment pour avoir des proxys pour pouvoir plus facilement commercer avec les États-Unis, et qu'on voit justement qu'il n'y a plus de Made in China, que c'est du Made in Mexico, et que maintenant, le premier partenaire des États-Unis, ce n'est pas la Chine, mais c'est bien le Mexique. Vous avez quand même un petit backdoor là qui se fait, qui est assez rigolo. Aussi, il y avait un glitch pour les panneaux solaires. Les Chinois, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils produisaient toutes les pièces pour produire un panneau solaire. Ils le faisaient assembler au Vietnam, et ils l'exportaient aux États-Unis via le Vietnam, avec le tampon Vietnam, pour contourner les sanctions américaines. Donc c'est assez rigolo de voir que les entreprises chinoises se sont développées, ont mis des entreprises et des outils de production plutôt dans les pays émergents, de façon à continuer le business. Alors on parlait tout à l'heure de la balance commerciale. Donc la balance commerciale, on voit que on a quand même une tendance de fond depuis 2019 qui est à la progression. On voit qu'on a eu quand même des sacrées baisses de la balance commerciale, et que actuellement en 2023 on est à 75 milliards par mois. Bon an mal an, c'est plutôt pas mal de voir ces 75 milliards d'excédent commercial pour la Chine. Ça leur donne une puissance de feu phénoménale, et d'ailleurs cet argent-là ils le réallouent sur le Belt and Road Initiative, sur tout un tas d'initiatives pour développer leur économie. Donc ces chiffres-là nous permettent d'être quand même positifs par rapport à la Chine. La Chine exporte plus actuellement qu'en 2019 dans cette tendance de progression. Tout à l'heure, on parlait de la Chine, du risque systémique par rapport à la crise immobilière pour bien enfoncer le coup. Le Parti communiste chinois est assis sur une bombe à retardement. Un ralentissement chinois important signifie 2 impacts potentiels. Alors que la Chine, j'ai pas envie d'y toucher. Donne des signes d'effondrement. La panne de l'immobilier construction est la principale raison du faux départ de l'économie chinoise. Le MSCI China Financial et le iShares Standard & Poor's Bank. Le premier est sur les banques chinoises et le second est sur les banques américaines. Et on voit que en year to year, depuis un an, on est à 10%. Sur 3 ans, on est à 1,63%. On est plutôt flat. Donc si le marché
pour une crise immobilière dont on sait qu'elle existe depuis 2020, on aurait un état du marché bancaire chinois qui serait beaucoup plus dégradé. Et on voit que sur les États-Unis, depuis un an, on est à moins 24. Si on se pose la question d'où peut provenir la prochaine crise bancaire, j'ai quand même une petite idée. Alors, vous allez me dire peut-être que c'est China Financial, donc bon, c'est peut-être un peu biaisé. Donc on va prendre l'ETF sur les banques hongkongaises, et cet ETF-là, donc, nous donne sur 3 ans, plus 23%, 1 an, 3%, year to date, 1%. Donc plutôt flat sur un an, et sur 3 ans, des performances qui sont plutôt sympathiques. Sur les bons du Trésor américain, c'est sans précédent. Jamais les bons américains ont perdu 3 années de suite. Et donc, il y a tout un tas de signes qui nous disent il y a un problème là-bas, mais tout le monde nous bassine avec la Chine toute la journée. Alors je me disais, mais c'est quand même bizarre, pourquoi est-ce que les bons américains ne rallient pas alors que la Chine implose? Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, je regarde le problème du mauvais côté. C'est parce que les bons américains sont en train d'imploser qu'on nous bassine toute la journée avec la Chine. C'est regardez ici, regardez pas là-bas. Donc là, on a un point que je trouve intéressant, c'est que donc le 22 septembre, on a eu des espoirs de reprise économique par rapport au marché chinois, des assouplissements de règles relatifs à la propriété étrangère pour les entreprises cotées, notamment les entreprises en bourse, et ça a contribué à l'amélioration du sentiment. Le régulateur du marché chinois publie des mesures pour promouvoir le développement de l'économie privée, et là, plus 5, plus 8, plus 4, voilà. Des pourcentages qui augmentent très fortement sur une journée à la moindre information qui pourrait éventuellement produire une reprise. C'est dire si les marchés sont vraiment en attente de cette reprise. On peut prévoir un rallye qui va être très très violent. Et pour le coup, cette appétence-là pour la Chine, c'est drivé par deux choses. Le fait que le reste du monde est un peu en souffrance d'un point de vue des actifs, le fait que on sait qu'il y en a énormément sous le pied concernant le marché chinois, on peut prendre des pourcentages indécents sur les valeurs. Donc forcément, ça aiguise l'appétit des petits malins. Dès qu'on va avoir des signaux forts, cet appétit va se spread dans le monde entier, ça va auto-alimenter la bulle. Alors effectivement, peut-être que ça sera que de l'investissement court terme pour certains, mais ça vaut peut-être la peine de rider la tendance. Alors pour Temasek, qui est un des plus gros investisseurs mondiaux, ils sont toujours enthousiastes pour la Chine. L'article date du 13 septembre. Le cofondateur et associé directeur de la société de recherche a déclaré qu'il voyait un bon scénario dans lequel la correction immobilière en Chine serait terminée à un moment donné de l'année prochaine et que l'économie se stabiliserait. Nous observons déjà plusieurs vents contraires, l'indice des prix à la production qui commence à se redresser, les bénéfices industriels qui commencent à se redresser, on sort du creux de la vague. Leur portefeuille est public. Donc on voit qu'ils ont du Alibaba, ils ont du Tencent, ils ont du PDD, ils ont pas mal de choses. De voir que quand même il y a des gros acteurs qui sont encore positifs sur le dossier. Donc c'est un peu un sujet encore une fois symbolique, c'est que la voiture électrique d'ici à 2030 pèsera 40% du marché des automobiles. Alors la Chine devrait avoir une grosse part du gâteau. Ce gâteau de 40% du marché mondial, la Chine devrait en 2030 s'octroyer 20% de ce marché. Donc c'est juste immense, hein, c'est énorme. Juste pour donner deux chiffres. Le premier, en Chine, vous avez 4 millions de bornes de recharge, donc 4 millions de zones avec des bornes de recharge, contre 120 000 aux États-Unis à peu près. On voit lequel des deux pays a vraiment misé sur le véhicule électrique. Et par ailleurs, lors d'une émission sur Bismart, un des intervenants disait que même si l'Europe fait passer des lois protectionnistes sur les véhicules électriques chinois, s'ils font passer ces mesures-là, la puissance de frappe sur le pricing est tellement importante pour la Chine qu'ils devraient quand même réussir à inonder le marché européen. On en a parlé, le retour de Huawei pour la course au smartphone. Pareil dans Bismart, souvent c'est une donnée qu'ils nous donnent, c'est la Chine installe en Chine pour les panneaux solaires. Si on prend le total des panneaux solaires installés dans le monde, c'est beaucoup moins important que le total des panneaux solaires installés en Chine actuellement. C'est pour voir l'avance qu'ils ont sur ces points économiques. Et c'est là qu'on voit la force du plan quinquennaux et de la politique planificatrice. C'est que quand ils se lancent sur quelque chose, ils le font pas à moitié. Le gouvernement a dit qu'on allait faire ça, et ben, toute la nation se met en mouvement pour faire ça, avec toutes les imperfections que ça comporte. Et pour le coup, je suis vraiment pas du tout pro-communiste, je déteste les communistes. C'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'on peut pas rationnellement comprendre et voir ce qui est de compétitif dans le modèle. Alors ça, c'est une partie
ultra importante. Si vous avez tout zappé, ne zappez pas celle-là parce que ça c'est la partie qui va vous faire gagner des thunes. My almighty king is money. C'est la partie qui va vous faire gagner de l'argent. Donc 10$ de discount sur le baril russe entre avril 2022 et janvier 2023. Alors a priori ça ne s'est pas arrêté, ça a plutôt continué. Même si le prix du baril a monté, on peut estimer que les tarifs entre la Chine et la Russie ont été négociés à l'avance et que a d'ores et déjà des gains significatifs pour les Chinois en termes d'économie sur le coût du baril. Les imports depuis la Russie vers la Chine du brut ont atteint un all-time high de 1,4 million de barils en mars. Donc les imports ont augmenté de façon exponentielle entre la Russie et la Chine. La Chine a un avantage compétitif et un avantage économique parce qu'elle paye le brut russe beaucoup moins cher. Concernant le charbon, pareil, des millions de tonnes en plus. Le charbon russe, ils vont le payer 217$ la tonne comparé au charbon australien qui va coûter 364$ la tonne. Vous avez un discount de malade sur l'énergie. Donc là, on a un avantage compétitif pour la Chine qui est immense. Parce qu'on sait que le charbon, c'est une des principales sources d'électricité pour la Chine. Le gaz naturel liquéfié, la Chine a importé beaucoup de gaz naturel liquéfié de Russie et elle en a réexporté une tonne vers la Corée du Sud, le Japon et la France. Et oui, donc malheureusement on en a racheté énormément et pareil, la Chine dépense à peu près 20$ pour une tonne et le spot asiatique pour le gaz naturel liquéfié est à 38$. Donc vous voyez le gain énorme que ça fait pour la Chine sur le gaz naturel liquéfié. Donc d'une part, eux, leur gaz, il est pas cher. Donc ils ont une économie qui est dopée par cette énergie pas chère. Mais en plus, ils nous la revendent avec un surplus et ils se font des pépettes sur notre gueule. Donc là, c'est la double peine pour nous. On est face à une Chine qui est boostée aux stéroïdes avec de l'énergie pas chère. Et en plus, nous, on leur rachète beaucoup plus cher. Donc eux, ils gagnent sur tous les tableaux. Alors qu'avant, on allait directement à la Russie et basta. Notamment, nous, quand je dis non, c'est les Européens. Donc on comprend bien que sur le sujet, et si on a bien suivi certaines vidéos de Charles Gave et de Grand Angle par exemple, que l'économie c'est de l'énergie transformée. Si on paye son énergie moins cher, on a un avantage économique monstrueux. Exemple très simple, si vous prenez l'économie globale en France, vous payez l'essence pour la voiture, l'essence pour le transport, pour les camions, pour la logistique, l'électricité pour les fours, pour les chauffages, pour faire marcher les machines. Dernièrement, on avait les pêcheurs qui disaient on est dans la merde, le prix de l'essence est beaucoup trop cher, on va être obligé de cesser nos activités. Le prix du poisson français ne sera plus compétitif parce que les coûts de l'énergie vont exploser. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Le prix des baguettes, on en parlait tout à l'heure. Si en face de vous, vous avez un pays qui paye son énergie 2 fois moins chère, on va se faire bouffer quoi. L'industrie chimique allemande par exemple est en train de se faire défoncer parce que leur modèle était basé sur du gaz russe pas cher. Et ben là ils se font bouffer par la chimie, par les entreprises de chimie chinoises notamment. Les entreprises de chimie chinoises, 1, elles sont moins chères, 2, elles bénéficient de l'énergie moins chère, 3, les entreprises allemandes sont moins compétitives. Donc vous avez votre prix, vous êtes chinois, vous avez votre prix de la chimie qui baisse, vos produits qui coûtent moins cher. Et en face, l'entreprise BASF par exemple ou Bayer, qui voit ses marges diminuer parce que le coût du gaz a explosé pour eux. Voilà, moi j'ai un peu de BASF, je pense que je vais essayer de trouver un point de sortie qui sera honorable. Voilà, pour vous donner des exemples très concrets. Donc ça c'est vraiment le point central de la vidéo. On sous-estime les effets du fait qu'elle ait une énergie qui coule à flot qui est beaucoup moins cher. D'ailleurs, en parlant d'échange, la Chine annonce un projet cross-border avec la Russie. Donc ça va être un hub énergétique et logistique qui va permettre de commercer sur le gaz, le kérosène, l'hélium, les produits technologiques, et c'est un projet qui sera terminé en 2027. On est en train de créer des projets qui sont 50% russe, 50% chinois, parce que on a poussé la Chine et la Russie dans les bras l'un de l'autre, et les deux économies, l'une survit grâce à la Chine et l'autre y gagne énormément grâce à la Russie. D'où l'implémentation de ce type de projet via le Belt and Road Initiative. Teenager showers, and when you turn off the water, you say, "Take that, Putin." Pour continuer, donc le Belt and Road Initiative, qui est ces fameuses nouvelles routes de la soie, c'est une initiative d'échange et de construction d'infrastructures de par le monde. Alors, en chiffres, c'est 147 pays qui ont joint cette initiative. Il y a à peu près 2970 projets qui
qui sont financés par la Chine pour un investissement d'à peu près 4 trillions de dollars. Et comme je le disais dernièrement, maintenant le Belt and Road Initiative représente maintenant 30% de tout l'import-export global de la Chine. Et les pays de la Belt and Road Initiative, entre eux, en enlevant la Chine, ont des échanges qui ont augmenté chaque année sur les 3 dernières années de 27%. C'est-à-dire que ça bénéficie aussi à encourager le commerce entre les différents acteurs de cette initiative. Pour ajouter aussi une pierre à l'édifice par rapport à ce fameux pourcentage d'échange avec les BRICS, et en valeur, ce qui est rigolo, c'est qu'on est à 168 milliards d'US dollars, 157 milliards d'US dollars. Donc on est vraiment très équilibré sur entre les BRICS et la Chine. Voilà, après on a les échanges avec l'Afrique qui, pareil, ont augmenté. L'Afrique du Sud est le premier partenaire de la Chine en termes de commerce. Le Nigeria et l'Angola, Oh, comme c'est bizarre! des puissances pétrolières qui sont les premiers partenaires de la Chine. On a plus d'échanges entre la Chine et les BRICS que entre la Chine et les États-Unis. Ce qui prouve que la Chine elle-même se découple et en tout cas est moins dépendante des États-Unis, beaucoup moins dépendante des États-Unis que ça ne l'a été par le passé. Les exportations dans la zone Belt and Road sont maintenant supérieures aux exportations que la Chine fait sur le reste du monde. C'est-à-dire, les gens m'ont expliqué pendant des années, Belt and Road, ça marche pas. Je disais, oui. Pour finir, on va parler de bourse, on va parler du Hang Seng Index. Sur 5 ans, il a fait moins 37%, voire même plus, parce que si on prend le pic de 2021, on était à 32 000, et là on est à 17 300. Ce crash-là, d'aucuns peuvent penser qu'il est quand même un peu exagéré. Qu'est-ce que nous dit l'indice IBU sur le Hang Seng? L'indice IBU, il nous dit qu'on est à 2,6 écart type par rapport à la droite de régression, qu'on a un historique de 4,2, que si on rejoint la droite de régression, on a un potentiel de 17,2, mais on voit que par le passé, on est allé allègrement au deuxième écart type. Voilà. Vous savez tout. Pour moi, le prochain bull run, il sera en Asie et plus particulièrement en Chine. Ça n'engage que moi, je ne suis pas conseiller financier. Comme d'habitude, faites vos propres choix, faites vos propres recherches, trouvez vos propres informations pour pouvoir être le maître de vos investissements, être seul à la barre de votre bateau et tenir la barre de façon forte et solide dans les tempêtes qui ne manqueront pas d'arriver. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, ça m'aide énormément et ça me motive pour continuer à faire des vidéos. Et si vous voulez en savoir plus sur la Chine, vous avez l'analyse de l'action Alibaba et l'analyse de l'action Baidu, qui sont deux très belles entreprises chinoises. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.